Je vais passer maintenant la parole à Madame la députée Sophie Pananac. Vous êtes donc élue en Gironde depuis 2017. Vous avez été réélue en 2022 et 2024. Vous êtes membre du groupe Ensemble pour la République et membre de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire. Vous êtes président du bureau du Conseil national de la mer et des littoraux et présidente du comité national du trait de côte. Vous œuvrez depuis des années sur ce sujet pour une meilleure anticipation des phénomènes liés à l'érosion et vous n'avez pas cessé d'interpeller à la fois les membres du gouvernement mais plus largement les pouvoirs publics sur ce risque. Je cite une phrase: tout ce qui est installé sur le littoral est menacé. Vous avez proposé pour accompagner ces politiques la création d'un fonds érosion côtière, mais ce fonds pour l'instant a été victime des péripéties liées à la censure du gouvernement Barnier et puis à la mise en place du nouveau budget pour 2025. Mais en tout cas, pour vous, c'est un élément indispensable. Et vous avez la parole pour nous expliquer justement comment on peut mobiliser l'ensemble des services, mobiliser les moyens pour lutter ou répondre aux enjeux liés au recul du trait de côte. Merci beaucoup, merci pour cette invitation, merci aux trois premiers intervenants, qui en ont déjà dit beaucoup. Je vais dans un premier temps vous présenter le CNTC, donc le Comité national du trait de côte, qui a été créé en mars 2023 à l'initiative de Christophe Béchu, à l'époque ministre de l'écologie, et sous la houlette, si je puis dire, de Bérengère Couillard. À mon grand étonnement à l'époque, puisque nous avions déjà beaucoup travaillé sur ce sujet et j'avais insisté auprès du ministre en lui disant: écoutez, je suis OK, je suis partante pour à nouveau travailler sur ce sujet, mais vraiment dans l'objectif que nous aboutissions sur des financements pérennes dans le cadre donc de ce PLF 2025. Et c'était la condition pour laquelle je me suis engagée pendant 18 mois donc, de travaux. Bon, la deuxième, c'était que, il est vrai, le Comité national du trait de côte, pour la première fois, réunissait l'ensemble des acteurs, réunit toujours d'ailleurs, pardon, l'ensemble des acteurs concernés par le sujet de près ou de loin, si je puis dire, puisqu'il est composé de 5 collèges, des services de l'État qui nous accompagnent, des élus, avec l'ANEL notamment, mais pas que, les maires de France, les intercos, départements, régions, des experts, des scientifiques, des ONG, des associations et les acteurs socio-professionnels. Donc, je trouvais effectivement intéressant de tous se retrouver autour de la table pour échanger nos points de vue, nos visions et pour élaborer différentes stratégies, notamment, vous l'avez dit, de financement. Donc, 3 missions nous ont été confiées. La première, vous le voyez sur mes slides, qui est l'actualisation de la stratégie nationale du trait de côte. Alors, elle est toujours en cours et nous devrions, dans les semaines qui viennent, avoir la version, on va dire, définitive et qui nous permettra d'aller vers les déclinaisons locales. Ça, c'est la première mission. La deuxième, Madame Leroy en a parlé, c'est le fameux décret liste. Nous sommes chargés de donner un avis favorable ou pas sur ce décret liste en fonction des communes qui désirent, qui souhaitent l'intégrer. À ce stade aujourd'hui, officiellement en tout cas, nous en sommes à 317 communes sur environ 500 communes littorales touchées de près ou de loin par le phénomène érosion côtière. Alors, la ministre nous a informé lors de notre dernière séance plénière qu'environ une vingtaine de communes supplémentaires devraient rejoindre ce décret liste. Nous aurons en charge donc de valider cette nouvelle liste là, encore une fois, dans les semaines qui viennent. Pourquoi je vous dis valider? Parce que nous avons en tout cas comme mission à veiller à ce que certaines communes pourraient intégrer ce décret liste sans être impactées par le phénomène érosion côtière. Et dans ce cas-là, ça n'aurait aucun sens. Donc, c'est un peu là. Ce qui, en gros, n'est pas le cas. Mais voilà, notre rôle est là. Et donc, troisième mission, eh bien, c'était la plus difficile et celle qui n'a pas encore abouti, en tout cas, définir un ou des modèles de financement des projets, notamment les fameux plans partenariaux d'aménagement dont disposent certains territoires.
Concernant, alors, nous avons été accompagnés dans le cadre de ces missions par le CEREMA, qui a rendu son rapport, et Madame Leroy nous en a fait état, qui était indispensable, qui nous a permis d'avoir une évaluation des enjeux sur lesquels nous allions travailler, et ce qui permet, une fois que nous avons connaissance de ces enjeux, de pouvoir évaluer le montant des besoins financiers qui seront utiles dans les 10, 30, 50 et 100 ans, bien évidemment. On n'a pas besoin de tout de suite, mais cela représente des montants importants. Et nous avons également été accompagnés par des inspecteurs généraux, inspecteurs de l'IGA, Inspection générale de l'administration, et l'IGEDD, Inspection générale du développement durable, sachant qu'il manquait dans la liste de ces inspecteurs généraux, je vous en reparlerai à la fin, l'IGF, l'Inspection générale des finances. Et c'est sur ce point qu'on a alerté la ministre dans notre dernier plénier, parce que c'est peut-être pour cette raison que nous n'avons pas encore réussi à aboutir. Mais je reviendrai sur le sujet ensuite. Autre slide, voilà, le financement. Donc le financement en suspens, comme je pense que beaucoup de choses ont été dites, je vais aller directement sur ce point-là. Ce qu'il a été décidé, et vraiment au niveau du CNTC, ça fait consensus. C'est ce travail de 18 mois qui a permis d'aboutir sur ces propositions de financement, la création d'un fonds érosion côtière. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, monsieur le maire, vous parliez tout à l'heure de risques naturels majeurs. Il faut quand même rappeler aux personnes qui nous écoutent que l'érosion côtière n'est pas un risque naturel majeur, hein, ça reste un phénomène prévisible, inéluctable, donc il ne rentre absolument pas dans le cadre du fonds Barnier, dans le champ du fonds Barnier, enfin qui ne peut pas bénéficier du fonds Barnier, qui ne rentre pas dans le cadre des catastrophes naturelles. Et ça, cela a été décidé. On l'a décidé au sein du CNTC, après prise en compte de différents avis, même si les experts, les scientifiques qui nous accompagnent ne sont pas d'accord avec cela, en nous disant qu'aujourd'hui, notamment, on peut imaginer demain une grosse tempête en Normandie, en Normandie ou ailleurs d'ailleurs, peu importe, avec une vague submersion marine qui ferait partir un grand morceau de côte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de l'érosion. Comment faisons-nous la différence entre cette submersion marine qui aura accéléré l'érosion côtière? Risque naturel majeur, érosion, voilà. Et il va arriver à un moment dans les années à venir où cette différenciation entre la submersion et l'érosion, si on rajoute en plus l'élévation au niveau de la mer, sera totalement impossible. Donc, le fait est que nous en sommes là aujourd'hui. Ça ne rentre pas dans le champ du risque naturel majeur. Donc, la seule solution d'apporter un financement pérenne à nos collectivités locales, c'est de créer un fonds spécifique que j'appelle le fonds érosion côtière. Alors, un amendement a été adopté par le Parlement, à la fois l'Assemblée nationale et le Sénat, et il a été, hélas, rejeté dans le cadre de la commission mixte paritaire, donc ça veut dire exclu du projet de loi de finances 2025. Pour abonder ce fonds érosion côtière, il nous faut bien évidemment trouver des financements. Là encore, nous avions fait dans le cadre du CNTC plusieurs propositions. La première étant, en tout cas celle qui a été adoptée par le Parlement, est une taxe sur les plateformes de location saisonnière de courte durée, pour ne citer que celle que tout le monde connaît, c'est Airbnb, et d'autres, ce qui représenterait sur un montant total de transactions 180 millions par an. Alors ça fluctue en fonction bien évidemment chaque année du nombre de locations. 180 millions par an, cela viendrait donc abonder le fonds érosion côtière. Ce que l'on ne voulait pas, c'est que cet argent collecté ne rentre pas directement dans le budget de l'État. Hein, d'où le fonds érosion côtière pour derrière permettre de financer les projets d'adaptation des collectivités locales. Et ça, c'est extrêmement important pour nous. Donc là encore, ces 180 millions qui ont été, cet amendement qui a été adopté au Parlement a été lui aussi rejeté en comité mixte paritaire, non soutenu par le gouvernement. On l'a regretté, vous imaginez bien, parce que nous avions fait un grand pas. Alors c'est vrai que la situation politique ne nous a pas aidés, vous avez raison, il y a eu la dissolution, il y a eu changement de gouvernement, bon voilà, tout ça a fait que le sujet n'a pas été pris en compte à la mesure de son importance, je dirais, malgré tout.
Nous avions fait d'autres propositions de financement parce que je pense que ce fonds érosion côtière ne peut pas être financé d'une seule manière. Et 180 millions, il faut bien imaginer que ça ne suffira pas à terme, même si ce financement viendra dans les années à venir. Mais en tout cas, c'est bien insuffisant. Donc, j'avais proposé depuis de nombreuses années une taxe additionnelle sur les droits de mutation de 0,01%. Que les notaires connaissent très bien. Cette année, j'ai été, un peu squeezée par la difficulté, on va dire, du budget des départements, puisqu'un amendement a été adopté de 0,5% sur les droits de mutation pour venir renflouer les caisses des conseils départementaux. Donc, vous pensez bien que mon amendement de 0,01%, il n'a pas pu du coup être maintenu. Je le regrette, mais je pense qu'on le représentera plus tard. Une autre piste était, et toujours d'ailleurs, une taxe sur les futures éoliennes en zone économique exclusive, qui pourra, là encore, venir abonder ce fonds érosion côtière. Et aussi sur proposition des élus qui nous accompagnent, c'est un déplafonnement de la taxe GEMAPI avec un élargissement de la définition, puisque aujourd'hui la taxe GEMAPI est prévue pour lutter, enfin c'est le financement pour lutter contre la mer. L'érosion côtière ne rentre pas clairement dans le champ de la GEMAPI. Donc il s'agissait d'intégrer l'érosion côtière dans ce champ-là et de pouvoir déplafonner à hauteur de 60 €. Nous sommes aujourd'hui à 40 €. Là encore, c'est une piste supplémentaire, hein, on est bien d'accord, et qui est laissée au bon vouloir des élus locaux. Il n'y aura aucune obligation, c'est chacun en fonction de son territoire. Et enfin, dernière piste était le déplafonnement de la TSE, de la taxe spéciale d'équipement, là aussi aujourd'hui 20 €, la passer à 40 €, là simplement dans le cadre de l'acquisition foncière. Donc vous voyez un grand nombre de pistes de financement qui viendraient abonder ce fonds érosion côtière tant attendu par nos élus. Nous avons eu donc la première séance plénière de reprise des travaux suite à la dissolution le 4 mars dernier avec la ministre Pannier-Runacher. Les membres du CNTC étaient présents en nombre. Cette plénière était extrêmement attendue et nous étions impatients de reprendre nos travaux. Donc, nous avons fait des propositions à la ministre dans le cadre suite à cette réunion de travaux du CNTC, assurer, c'est ce que vous voyez sur cette nouvelle slide, assurer effectivement le suivi de réalisation des cartes érosion côtière à horizon de 30 ans et de 100 ans. Alors, vous parliez, je ne sais plus si c'était Madame Leroy ou Monsieur Maresco, des cartes. Les cartes aujourd'hui, les cartes de cartographie, elles se font à l'échelle communale. C'est la commune qui décide, une fois qu'elle est sur le décret liste, elle a obligation de mettre en place cette carte communale, qui est d'ailleurs financée à hauteur de 80% par l'État, puisque cette cartographie sera obligatoirement adossée au PLU derrière. Donc ça, c'est ce que doivent faire les 317 communes aujourd'hui qui ont intégré ce décret liste. Et je pense que c'est important, ça aussi protège les maires quelque part, puisque une fois la cartographie établie, eh bien, il y aura des zones rouges sur lesquelles nous ne pourrons plus rien faire en termes d'urbanisation. Alors, ce n'est pas qu'on ne veut plus urbaniser le littoral, c'est qu'il faut bien imaginer que si des élus locaux continuent à urbaniser ces zones rouges, les procédures contre eux qui pourront être mises en place dans les années à venir, ce serait absolument terrible. Donc, c'est aussi un moyen de protéger les élus locaux. Nous proposons également de dresser un point d'étape régulier sur les outils de la loi climat et résilience, sachant que là aussi, soyons clairs, BRAEC, droit de préemption, IAL, etc., tout ça, tant qu'il n'y aura pas de financement pérenne, les élus locaux auront du mal à utiliser ces outils. Comment voulez-vous qu'un élu local préempte aujourd'hui, même si, et j'ai retenu la proposition qui avait été votée lors du congrès des notaires, avec la préemption uniquement du sol et pas du bien. Je ne suis pas tout à fait en phase avec cette proposition, mais même préemption du sol, à ce stade, les élus locaux n'ont pas les moyens d'acheter X propriétés, sol, foncier, pardon.
Le seul outil aujourd'hui qui fonctionne, ce sont les PPAL, les plans partenariaux d'aménagement littoraux. Ils sont au nombre de 7. Nous avons Coutances-Mer-Bocage, 7 aglopoles Méditerranée. Nous avons le Pays Basque avec Biarritz-Bidart. Nous avons Lacanau, Biscarrosse. Il m'en manque Soulac et il m'en manque encore un que j'oublie. Mais bon, voilà. Donc, alors, Madame Leroy m'aide. J'entends pas. Criel. Vous dites? Criel-sur-Mer. C'est pas un PPA, je crois pas. C'est pas encore un PPA. Enfin bon, bref, je vous redonnerai la précision plus tard. Donc ces PPA, c'est un outil indispensable. Nous avions consacré un plénier entier à l'accompagnement donc des territoires qui disposent aujourd'hui d'un plan partenarial d'aménagement. Et nous avions convenu à la fin de cette réunion que 3 d'entre eux seraient accompagnés de manière plus individuelles, en tout cas plus pointues, donc notamment le Pays Basque, Coutances et Sète, avec donc le CEREMA certainement à leur côté et des services de l'État. Nous avions insisté sur le fait que, au niveau des services de l'État, nous devions avoir un État accompagnateur et facilitateur pour vraiment passer cette phase qui est aujourd'hui encore une phase d'ingénierie pour aller vers une phase opérationnelle. Donc, seul outil vraiment concrètement, on va dire en activité aujourd'hui, sauf que là encore, pour arriver à la phase opérationnelle, il nous manque quoi? Eh bien, il nous manque des financements pérennes qui permettent aux élus d'avoir une vision plus lointaine et de pouvoir avoir un projet global sur X années. Voilà, donc le problème, c'est toujours le même, c'est comment on finance tout cela sur nos territoires. Alors après, bon, accompagner les élus dans leur choix d'aménagement, examiner le devenir des activités économiques, c'est important, parce que je crois que quelque part, l'activité économique de nos littoraux, elle va être un peu à repenser, malgré tout. Les campings en première ligne, on peut bien imaginer qu'à terme, ils vont disparaître. Alors, il faudra s'adapter là encore, mais il y a quelques activités pour lesquelles ça va être difficile de partir en rétro-littoral, notamment si je cite ne serait-ce que la conchiliculture. Imaginez bien qu'une entreprise ostréicole, on ne va pas pouvoir la mettre à 5 km en rétro-littoral. Donc, il faudra là aussi organiser son territoire et voir comment on peut créer ce littoral de demain, si je puis dire. C'est un magnifique challenge que nous devons arriver à mener tous ensemble. Et puis avec les projets de renaturation également aussi, on a ce qu'on appelle les projets adapto qui sont intéressants et qui accompagnent aussi les élus locaux. Il y a actuellement un appel à projet qui va de 2024 à 2029. Il y a un petit peu d'argent, entre 1,5 million et 2,5 millions. Je ne sais pas exactement à combien nous en sommes, mais ce sera là encore bien insuffisant. Dernière partie de mon intervention, eh bien, c'est la publication du 3e PNAC, érosion côtière, avec la mesure qui nous intéresse dans ce cadre, la mesure 4, protéger la population des conséquences du recul du trait de côte en repensant l'aménagement des territoires exposés. Je ne vais pas vous refaire toute la liste de la mesure 4, c'est un peu ce que je viens de dire, avec l'amélioration des connaissances, le financement et arriver à déployer des stratégies pour les collectivités. Ce sur quoi je veux revenir, c'est que la semaine dernière, j'ai posé une question à la ministre Agnès Pannier-Runacher suite au plénier du CNTC en lui disant « Madame la ministre, vous avez effectivement présenté le 3e plan national d'adaptation au changement climatique. Ce plan comporte des avancées significatives et on s'en réjouit, ça c'est une réalité. Nous l'attendions toutes et tous vraiment avec une grande impatience. Ce qui est intéressant dans ce plan, c'est que nous ne parlons plus simplement d'atténuation, mais d'atténuation et d'adaptation. Enfin, l'adaptation a pris un peu de retard, donc nous en sommes enfin au stade d'adaptation et ça c'est important. Ce qui me pose problème, c'est effectivement pour répondre aux défis et aux enjeux des conséquences du changement climatique, c'est les financements. Voilà. Donc, Madame la Ministre, comment avançons-nous et que faisons-nous? Et j'ai eu, en tout cas,
l'agréable surprise d'écouter sa réponse. Agnès Pannier-Runacher s'est donc engagée à ce que dans le PLF 2026, nous créions effectivement ce fonds érosion côtière et avec les financements donc, qui ont été proposés dans le cadre du CNTC, ce dont je viens vous parler, c'est-à-dire les plateformes, la DMTO, etc. etc. Donc, on peut se réjouir de tout ça. L'engagement de la ministre était extrêmement important pour nous dans le cadre de la suite de travaux, important pour les élus locaux, bien évidemment. Avant tout, quand je dis pour nous, je parle aussi des élus locaux puisqu'ils font partie du CNTC. Et deuxième point sur lequel j'ai voulu insister, je vous en parlais tout en début d'intervention, c'est l'implication dès notre prochain comité national du Trécote du ministre de l'économie et des finances et de la ministre des comptes publics. On ne peut plus travailler aujourd'hui sans eux dès le départ. On ne peut pas arriver au prochain PLF en nous disant de la part de Bercy, ah mais non, c'est pas possible, ça n'a pas été pris en compte, on n'a pas réfléchi en amont. Ce n'est plus possible. On a déjà perdu beaucoup de temps. On a un engagement de la ministre Pannier-Runacher qui est fort aujourd'hui. Elle a besoin aussi du soutien de Bercy. Nous avons besoin du soutien de Bercy pour préparer le prochain PLF et du soutien de vous toutes et tous. Je vous remercie.